Bonjour à tous. Non, ceci n'est pas un snap. Pas besoin d'uploader ou d'upgrader votre système. Normalement, vous avez assez de data en mémoire pour pouvoir regarder cette web émission. Sinon, il y a un problème avec votre mémoire RAM. Scrollez pour poser des questions en direct ou utilisez le hashtag Osez les métiers du numérique, hashtag Osez le numérique. Likez la page de Pôle emploi, ça sert toujours. Viralisez cet événement qui sera disponible en streaming dès demain sur nos sites web. Avant, il y a quelque temps, on envoyait des whiz, on envoyait un chien nommé Lycos chercher nos informations. On faisait des rencontres sur Caramel, peut-être pour certains d'entre nous. On écoutait de la musique sur des CD-ROM. On allait sur Internet mobile avec le WAP. Et quelle belle époque. Aujourd'hui, on Googleise, on Shazam, on chasse le troll sur les forums, les blogs, les blogueurs, et presque un nouveau métier. On a des CM, Community Manager, des SMM, on en parlera tout à l'heure, des Data Scientists, on flash des QR codes, il existe même un Deep Web. Et dire qu'entre ces deux époques, il n'y a pas plus de 10 ans, le numérique a changé, change et changera encore. À l'horizon de 2022, un rapport de l'économiste Jean Pisani, remis hier au ministre du Travail François Rebsamen, explique qu'il y a des fortes possibilités de recrutement, en tout cas des recrutements possibles sur ces métiers dont on ne connaît pas encore l'issue. C'est toutes ces questions que l'on va se poser en fait pendant cette heure de web émission dans laquelle on vous détaillera les familles de métiers que recouvrent les métiers du numérique, les diplômes, les filières, les formations. Bref, vous pouvez nous poser toutes vos questions dès à présent sur le hashtag Osez le numérique. Et à mes côtés, Sonia Deschamps, journaliste à Move. Sonia, bonjour. Bonjour à tous. Et pour répondre à toutes vos questions, on est très bien accompagnés aujourd'hui. 5 experts pour donc vous répondre, 5 experts autour de nous, 5 invités à qui je vais donner la parole pour qu'ils se présentent eux-mêmes rapidement, en commençant bien sûr par la femme. Caroline Bloch, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Caroline Bloch, je suis DRH chez Microsoft France. Ravie d'être ici, donc je vais particulièrement liker l'émission. Et puis, l'idée, c'est de partager l'expérience et la connaissance un peu de l'environnement numérique pour découvrir tous ces beaux métiers d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. François-Philippe Bentanan. Bonjour, donc je suis François-Philippe Bentanan, je suis fondateur d'une association qui s'appelle ZUBDECO et qui est à l'origine d'une école qui s'appelle la Web Academy, qu'on a créée il y a 5 ans, qui forme des jeunes de 18 à 25 ans en partenariat avec une école qui s'appelle Epitech. Merci. Rénal Chapuis. Bonjour, je m'appelle Rénal Chapuis, je m'occupe de l'innovation et de la RSE à Pôle emploi, parce qu'on fait aussi de l'innovation et de la RSE à Pôle emploi. Et donc, je suis très content d'être là. On va notamment parler d'un démonstrateur. Nous, on a mis un petit peu un système en tension, on va dire, pour essayer de voir si on était capable de co-innover avec d'autres acteurs que nous au service de notre responsabilité sociale. Et donc, ça a donné en fait ce projet Oser les métiers du numérique. Voilà. Super. Grégory Venot. Bonjour, Grégory Venot, responsable d'équipe entreprise au Pôle emploi du 11e arrondissement, Beaumarchais. Je suis présent parmi vous aujourd'hui parce que nous travaillons depuis maintenant un peu plus d'une année avec un certain nombre d'entreprises du numérique. Nous les aidons dans leur recrutement. Merci. Et enfin, Claude Monnier. Bonjour, Claude Monnier, DRH Sony Music. Super, court, efficace, parfait. Et donc on va peut-être attaquer tout de suite avec notre premier thème. Exactement. Le premier thème, l'émission est en direct. Vous pouvez donc poser vos questions, je le répétais tout à l'heure, sur le hashtag Osez le numérique. Ici, entre nos mains, vos questions. On va d'ores et déjà les aborder. Vous avez beaucoup de questions, mais on a une première question en fait pour Rénal Chapuis. Et comme tout est en direct, en fait, je la mets à disposition tout de suite. Cette première question, en fait, pour Rénal Chapuis, et elle est directe, hein, elle s'adresse directement à Rénal Chapuis. Quels sont les leviers pour permettre le financement d'une application mobile révolutionnaire et la création de la start-up la soutenant, sachant qu'on part de 0 fonds propres, mais d'une conviction à soulever un trou noir galactique. Au-delà de ça, et je l'ai trouvée très intéressante parce que je pense qu'on va parler motivation tout à l'heure. Au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiative en fait et de l'application mobile ?
Oui, alors peut-être aussi quand même pour répondre tout de suite à la question, c'est vrai que la question de l'accès, on va dire, à des financements, à des fonds, il passe aussi par pas mal d'institutionnels. Il y a quand même tout un tas de structures, enfin, je le dis pour la personne qui a posé la question, il y a des pôles de compétitivité, je pense à Cap Digital, il y a tout un tas de financements aussi portés par des acteurs dans les territoires, hein, donc dans les régions, dans des agglomérations de communautés. Donc, et puis nous, alors acteurs publics, nous, on ne peut pas financer comme ça, on subventionne quand on a de l'intérêt dans des actions particulières où on met nous-mêmes des moyens. Alors c'était le cas si on prend Oser les métiers du numérique avec l'équipe. Hein. L'objectif pour nous, c'était, on s'est posé la question finalement de ces métiers. Premièrement, avec le constat que tous les acteurs ont du mal aujourd'hui à recruter. Hein. Donc, que ce soit d'ailleurs les grands industriels qui se mettent à faire de la donnée, que ce soit des acteurs qui travaillent autour du numérique. On a besoin effectivement de gens qui savent coder, on a besoin de gens qui savent spécifier, travailler par exemple sur les moteurs de recherche, le SEO, etc. Donc on s'est dit, mais il y a des besoins très importants. De l'autre côté, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en recherche de projets professionnels pour eux. Comment arriver à faire se rencontrer finalement ces deux besoins avec finalement notre action qui est notre mission au service public, mais aussi avec d'autres acteurs. Donc l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas être tout seul au service finalement de notre mission et être vraiment performant sur ces questions-là sans s'appuyer sur des partenaires qui font ça naturellement aussi, par engagement, et puis parce que c'est leur métier. Alors c'est bien, il y a Microsoft aujourd'hui, il y a Sony, notamment il y a beaucoup de questions numériques, Claude y reviendra, il y a les écoles, donc il faut qu'on arrive à finalement co-innover ensemble, et c'est l'objet de cette application, et on s'est dit, tiens, travaillons avec des jeunes dont c'est le projet, essayons de créer une application au service de la promotion de ces métiers du numérique qui sont relativement peu connus, peu maîtrisés par ces jeunes d'abord, parce que ça change très très vite. Hein, on est passé du webmaster effectivement à une spécialisation, une hyper spécialisation dans plein de métiers. Comment on est capable de faire ce travail de promotion, et notamment vers les demandeurs d'emploi jeunes. Ça, c'est notre mission. Et donc, finalement, on a réussi ensemble, je pense, une bonne manière de collaborer, de co-innover autour de cette question. Voilà. Très bien. Une deuxième question, en fait, qui, là aussi, est un peu étonnante et que j'adresserai peut-être à Caroline Bloch. Y a-t-il des possibilités de recrutement pour les femmes dans le web? Je la pose parce qu'elle est posée. Est-ce que, d'ailleurs, les métiers du web sont des métiers féminins, mixtes ou sont des métiers qui s'adressent à tout le monde. Après, ce qui est sûr, par nature, après, ce qui est important, c'est que l'univers de l'IT est plutôt un univers traditionnellement masculin, parce que vous avez au départ plus de garçons que de filles qui se forment. Donc, il s'est créé plus masculin par nature. Mais après, c'est totalement ouvert aux femmes. Et après, dans les différentes entreprises, dont Microsoft par exemple, on est particulièrement attentif à aller chercher des femmes. Parce qu'on veut un univers qui est plein de diversité. Et donc, la question, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Après, il faut faire preuve d'une volonté un peu particulière. Il y a des événements comme DJ Girl, par exemple, qui permettent de promouvoir. Parce que le message à faire passer, c'est juste de dire tous les milieux sont ouverts, celui du web comme celui d'autres choses. Par contre, dans les univers où c'est par nature un peu plus masculin historiquement, il faut avoir des activités particulières pour pousser et dire aux filles, venez là, il y a plein de places pour vous. Et elles réussissent très bien. D'accord. Et est-ce qu'on trouve des débouchés aujourd'hui, des vraies opportunités d'emploi, peut-être en Ile-de-France, sur ces métiers? Il y a un marché du travail actif? Alors oui, il y a un marché du travail qui est même très actif et qui est en plein développement. Bien évidemment, les offres qui peuvent se trouvent d'abord sur les réseaux sociaux. La difficulté de Pôle emploi par rapport à ça, c'est bien évidemment que nous sommes assez peu présents encore aujourd'hui sur le marché. Pour reprendre ce que vous disiez, ce que recherchent les entreprises, nous travaillons aujourd'hui un peu plus avec des startups. Hein. Alors bon, c'est très large puisqu'on travaille avec des entreprises entre 1 et 50 salariés sur leur recrutement. Mais nous avons, et c'est plutôt rassurant de l'entendre, toujours les mêmes retours de la part d'employeurs, à savoir que nous, peu importe qui on a en face de nous, on veut des personnes qui soient réactives et qui soient en compétences. Et juste sur le dernier cliché qu'il faudra lever, ou en tout cas la précision à apporter, on nous dit, est-ce que c'est un métier fait pour les vieux? À partir de quel âge, déjà on est vieux, c'est peut-être la question, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un clivage on va peut-être parler justement de la formation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un clivage technologique, technique? Est-ce qu'aujourd'hui, on a 50 ans, on peut intégrer ces métiers-là?
Nous, à la Web Academy, on forme des jeunes entre 18 et 25 ans. Le clivage, je ne pense pas qu'il soit lié à la compétence, à la motivation. Il est purement financier. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'à 45 ou 50. On a d'autres charges, de charges familiales ou autres. Donc, il y a des risques qui ne sont pas obligatoirement les mêmes. Après, sur la capacité de pouvoir développer et de s'intéresser à ce métier, il n'y a pas d'âge. Vraiment, c'est purement une histoire de motivation. Il se fait qu'entre 18 et 25 ans, ils sont plutôt en formation et donc ils sont dans des demandes de ressources moindres. À 45-50 ans, on est dans d'autres besoins. On a des responsabilités, des charges familiales et autres. Donc on a besoin d'avoir un job peut-être beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées aujourd'hui, qui permettent à des personnes qui veulent se reconvertir dans les métiers du numérique à travers déjà potentiellement une expertise, à travers un certain nombre d'outils, de formation en 10 semaines, en 20 semaines, pour se remettre dans la boucle des nouveaux langages. Donc toutes les formations sont à peu près là. Maintenant, chacun va adapter la formation en fonction de ses besoins. D'accord. Donc aujourd'hui, si je résume, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, bref, ça reste de réelles opportunités dont on va parler et qui vont nous permettre d'illustrer. On a un portrait à vous proposer dès à présent sur le métier de webmaster. On va traiter différents types de métiers avec vous et on vous propose de regarder ce reportage maintenant. Comment devenir en 2 minutes 30 maître du web, en anglais webmaster? Sébastien nous dit tout. Comment fonctionne le mécanisme des bases de données relationnelles? Ça vous rappelle quelque chose ici? Oui, pas mal de souvenirs. Le cours de Jean-Marie, tout ce qui m'a servi après. Et alors, qu'avez-vous appris? On voit tous les aspects du métier, webmaster, mais surtout conception, création de pages internet et ergonomie, comment faire en sorte que ce soit facile à utiliser. Ensuite, on voit toute une partie plus système, matériel, comment on installe les matériaux nécessaires à ce qu'un site internet soit accessible, comment on les configure au niveau logiciel. Quoi encore? Tout ce qui va être programmation, ce qui va permettre de stocker des informations et pouvoir les restituer en fonction de ce qu'a pu demander l'internaute. Bref, le webmaster définit les rubriques, l'animation, l'hébergement et le référencement d'un site, participe à la mise au point de la charte graphique et réalise les pages web. Webmaster, c'est un travail technique, Sylvie? Non, c'est un métier qui demande à être très ouvert sur le monde. On demande aux jeunes qu'ils aient surtout une bonne culture générale, un goût prononcé pour les nouvelles technologies, mais pas forcément des profils scientifiques. Alors, que fait le webmaster, Sébastien? J'ai fait des sites pour des clients, c'est essentiellement de la PME, petite et moyenne entreprise. J'ai conçu des systèmes pour mettre à jour les sites. C'est un beau métier? Oui, c'est un beau métier, c'est quelque chose, je ne savais pas si je pourrais l'espérer à mon âge, j'ai 22 ans. Donc je pensais qu'il me faudrait plus de temps pour arriver à une situation où on peut faire entièrement ce qu'on aime. Oui, Sylvie? Je pense que quelqu'un qui est passionné par les nouvelles technologies, qui est passionné par tout ce côté créatif et multimédia, peut effectivement en faire son métier. C'est quoi en fait un système de gestion de données relationnelles? C'est un outil spécialisé. Le mot de la fin, Sébastien. J'ai poursuivi mon projet de fin d'études pour le mener à son terme, un projet de Kobe d'écriture. Ça sort sûrement du cadre, mais moi je dessine et j'aimerais pouvoir après vivre de ça. Sinon, Sébastien pourra toujours devenir directeur technique ou artistique, ou encore chef de projet. Et on va se concentrer maintenant sur les métiers de la culture, de la musique et du numérique. Avec, je me tourne tout de suite vers Claude Monnier avec cette question de Nidza qui nous dit « Bonjour, quels sont pour vous les parcours, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour être embauché dans le secteur du digital musical ?» J'ai choisi cette question en premier parce qu'effectivement c'est très général, mais comme le secteur de la musique est directement impacté par les évolutions technologiques, voilà, si on peut un peu brosser les compétences qui sont demandées aujourd'hui. Merci pour cette question. Elle est très utile pour compléter les propos que Madame a tenus tout à l'heure sur les besoins de Microsoft. Nous sommes sur le versant plutôt marketing et communication. Donc on ne touche pas aux machines, on ne touche pas au logiciel. On n'est pas dans cette partie du numérique, sur les outils et les process. On est plutôt sur l'utilisation de ces outils pour être en contact avec les artistes d'un côté et les consommateurs de musique que nous sommes tous de l'autre. Donc pour répondre précisément à cette question, nous allons avoir besoin d'énormément de passion,
pour ces deux univers, qui sont le mariage de l'utile et de l'agréable. Donc une passion pour la musique, ça c'est quasiment indispensable, et une passion aussi pour ces nouvelles technologies au sens très large du terme, qui ont été résumées au travers d'une liste de mots très compliqués en introduction. Sur les parties compétences techniques, il faudra être particulièrement motivé pour comprendre les enjeux en termes de communication et de marketing là-dessus. Ça veut dire soit une formation initiale qui a donné quelques bagages, donc école de commerce, parcours universitaire, master et autres pour des diplômes de niveau supérieur, soit l'inverse, quelqu'un qui serait sur des niveaux de qualification intermédiaires, des expériences qui ont permis à quelqu'un d'être confronté aux enjeux de marketing et aux enjeux de communication. Et ça peut être des choses extrêmement simples sur des produits de la vie de tous les jours, donc des produits de grande consommation, ou alors des choses plus complexes, plus techniques, liées au monde de la culture et de l'artistique, où là les compétences sont déjà un peu plus ciblées. Encore une fois, la passion, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et on parle de passion et de communication. On a Elocom87 qui a plusieurs questions parce qu'elle est attachée presse junior, en particulier dans la musique, en recherche de poste, et elle se pose beaucoup de questions. Quels sont les enjeux dans le secteur de la musique concernant le numérique? Donc on l'a déjà un petit peu abordé. Va-t-il devenir le premier média devant la presse, la radio et la télévision? Pouvons-nous espérer de nouveaux emplois? Et quels sont exactement les nouveaux métiers du numérique, en particulier au sein des maisons de disques et en communication notamment, en ce qui concerne les métiers relatifs au monde de la communication, c'est-à-dire tout ce qui est attaché de presse, chargé de communication? Et est-ce que le numérique sera le nouveau vecteur de la communication? Pouvons-nous espérer que le marché du travail s'en fera ressentir dans l'embauche? Beaucoup de questions d'Élodie, donc qui est attachée presse junior. Alors, il y a effectivement et des questions et des informations dans le mail de cette jeune femme. Oui, moi je m'engage, oui, le web, le numérique, le digital, on appelle ça comme on veut, sera le premier média, indéniablement, dans le monde de l'artistique et spécifiquement dans le monde de la musique dans les années qui viennent. On a basculé le mois dernier au niveau mondial sur un nombre de ventes de musique digitale supérieur au nombre de ventes musique. Ce qui veut dire qu'on a téléchargé légalement plus de fichiers MP3, MP4 depuis le 1er janvier qu'on a acheté de CD, de vinyle dans le monde. C'est la première fois depuis que l'histoire de la musique existe, qui est un peu plus d'un siècle. Pour répondre à sa question, l'évolution de ces technologies nous amène à créer de nouveaux métiers. Concrètement, cette jeune femme, si elle s'oriente vers un métier d'attaché de presse, il existe aujourd'hui des postes d'attaché de presse web. Donc leur job consiste à adresser uniquement des médias numériques, qui sont soit des médias numériques en propre, ce qu'on appelle des pure players, qui n'existent que sur le média web, soit la partie numérique de médias traditionnels. Et ça s'appelle l'arsène dans le monde musical. C'est plutôt bon signe dans un concert, parce qu'on joue un peu fort. Je crois que là, il ne faut pas perdre de vue que, économiquement parlant, ça crée des emplois. Donc c'est le versant très positif de cette évolution, de cette mutation technologique. Je ne peux pas dire non plus en tant que DRH que ça n'en supprime pas ailleurs. Nous, dans notre maison de disques, on crée des nouveaux postes et on travaille sur l'employabilité interne ou externe de nouvelles personnes. Donc on essaye de les faire embrasser ces nouveaux métiers. Je ne peux pas dire que je n'ai pas des métiers un peu plus anciens, un peu plus historiques, un peu traditionnels qui disparaissent. Ça n'est pas le paradis, le numérique. C'est un changement. Et dans le changement, il y a des choses positives et des choses un peu moins positives. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner cela. Et là, on parle du secteur de la musique, mais c'est vrai que ces transformations, elles impactent aussi d'autres secteurs de la culture, puisqu'on évoque la culture. Je pense à l'édition. Est-ce qu'il y a des savoir-faire spécifiques au numérique dans ces secteurs de la culture? Je sais pas, en l'occurrence, le numérique ou le digital n'est pas un secteur professionnel en lui-même. La qualification des professionnels est reconnue sur quasiment tous les secteurs professionnels. C'est un petit peu compliqué de répondre en fait à cette question, puisqu'il faudrait répondre pour quasiment toutes les NAF. Aujourd'hui, vous avez les professionnels de la grande distribution qui font appel aux professionnels du numérique. Vous avez évidemment la culture, c'est celui auquel on pense, ou l'entertainment, si je veux être un peu plus large, le secteur auquel on pense en premier. Mais ce qui est de toutes les façons très intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un secteur en devenir, en plein développement. On a des besoins sur tout ce qui concerne la programmation, le langage de programmation. On a des besoins qui viennent d'entreprises sur des métiers assez spécifiques, par exemple de data scientist, ou alors sur des compétences en SEO. Et ça se retrouve absolument sur tous les domaines. Peut-être qu'on peut faire une petite aparté. On a évoqué plusieurs fois le terme de data scientist. Est-ce qu'on pourrait expliquer concrètement ce qu'est un data scientist pour les personnes qui nous regardent? Alors pour quelqu'un qui n'est pas du métier, je vous remercie pour cette question.
extrêmement intéressant. Mais si vous voulez, ça rejoint de toutes les façons, ça rejoint la définition sur laquelle la France est assez en pointe, à savoir le secteur du big data. Le data scientist, c'est quelqu'un qui, et surtout n'hésitez pas à m'aider, qui va aller chercher en fait des référencements sur le web, qui va travailler sur une concurrence potentielle et pour faire des propositions sur le produit de l'entreprise, si je puis dire. C'est résumé un peu simplement. Peut-être pour compléter un peu, en tout cas, aider ces deux indications, un data scientist, et on en a effectivement chez Microsoft, c'est quelqu'un qui, sur un sujet particulier, va aller chercher un maximum de données parce qu'il a une connaissance mathématique, statistique, etc. Il va arriver à faire en sorte de les combiner pour pouvoir produire de l'information intelligente sur cette donnée, ces histoires d'insight. Et en gros, le data scientist, qui est un bon data scientist, il arrive à transformer ces données en données de prédiction. Voilà, donc ça peut être sur effectivement de la consommation, ça peut être sur une entreprise, sur la façon dont ses clients vont se comporter, ça peut être voilà. Et ça, ce sont vraiment des métiers qui sont en train de naître et qui font appel, alors pas à des compétences totalement nouvelles, hein, des mathématiciens on en a, des statisticiens on en a, des chefs de projet on en a, mais c'est une combinaison de compétences pas tout à fait de même nature. Et pour compléter peut-être aussi, vous parliez de prédiction, c'est la capacité effectivement d'analyse, de monter ce qu'on appelle des algorithmes, des patterns effectivement pour ensuite vérifier la performance en fait d'un principe de fonctionnement de la donnée et donc de déterminer effectivement une prévision. Il y a aussi tout ce qui est nettoyage de la donnée, hein, donc c'est le travail plutôt en amont. C'est une fois qu'on a récupéré des données, qu'on veut les confronter, il faut arriver à les structurer, à les nettoyer. C'est un travail qui est quand même assez important. Ça, c'est la première étape. Il y a la question, donc j'ai dit, du modèle, de la prédiction, la question de la consolidation, c'est-à-dire comparer un système réel vis-à-vis effectivement d'un système plutôt mathématique, la confrontation. Et puis il y a aussi quand même dans ces métiers la capacité d'aller confronter des objets dits non structurés. C'est-à-dire qu'on a des données qui sont, que vous connaissez ça, hein, vous avez un fichier de données de type Excel, vous avez des données qui sont listées, mais vous pouvez également être en capacité de confronter à de l'information des vidéos, des images, d'être capable par des outils sémantiques de faire la confrontation de toutes ces informations. Et ça, ce sont des compétences nouvelles qui viennent compléter effectivement des compétences statistiques ou mathématiques. Et la chance en France, c'est vrai qu'il y a une école de mathématiques qui est plutôt très en pointe. La France est plutôt en avance sur ces sujets-là. J'étais hier à une conférence à Bruxelles. Il y avait une étude de l'OCDE sur la question justement de la compétence, des écarts de compétences sur des domaines numériques. Et effectivement, la France, sur la question du big data, est plutôt en pointe sur ces questions. Retour aux questions des internautes. Il y a Sur16 qui demande à Claude Monnier plus particulièrement s'il y a un travail de recherche dans le domaine numérique pour Sony en France. Est-ce qu'il y a... Oui, alors je vais répondre de manière globale. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de recherche et développement sur le numérique au sens large. On le fait sur les métiers artistiques et de la créativité. Parce qu'on peut composer de la musique aujourd'hui uniquement avec son ordinateur, donc on est loin de la musique instrumentale qu'on a pu connaître. Et le groupe Sony en général fait énormément de recherche et développement, que ce soit sur le jeu au travers de la PlayStation, sur la partie appareil photo, sur la partie téléphone, et que nous avons un département qui n'a rien d'original dans son nom, il s'appelle le Lab. Donc c'est aujourd'hui une appellation qu'on retrouve partout, avec un mélange de profils et de personnalités extrêmement variées qui font de la recherche et développement sur tout l'impact du digital, quels que soient les produits, les services et les univers dans lesquels nous on évolue. C'est un enjeu extrêmement fort, la recherche et développement aujourd'hui, avec ce goût de la recherche. Il faut être passionné par cela, encore une fois, je reviens au mot passion, parce que là on cherche sans vouloir trouver. Chercher en soi est l'exercice de base. Dernière question, peut-être parce que le temps file, toujours à Claude Monnier. Après un master management culturel et des expériences pro diverses, radio, site de musique en ligne, festival, comment valoriser de manière concrète mon expérience acquise dans le numérique? C'est une question de Régine. Il y a la question d'avoir les compétences, mais comment est-ce qu'on les valorise justement quand on est en recherche d'emploi sur des critères comme ça? C'est une question extrêmement simple et compliquée à la fois. Le petit conseil que je pourrais me permettre d'adresser à cette personne, c'est de m'envoyer son CV. Et dans ce cas-là, avoir un entretien, un échange me permettra de faire une réponse contextualisée et personnalisée. Du coup, on rejoint, ça me permet juste de poser une dernière question, celle d'Adama qui demande quelles sont les opportunités aujourd'hui chez Sony Music. Je cherche quelqu'un qui pourrait développer en France le marché de l'électro-dance music.
Donc cette personne, elle doit avoir des talents technologiques, des talents artistiques, des talents marketing. Et c'est un énorme marché dans notre pays aujourd'hui, tout ce qui est electrodance. Et nous avons un poste à pourvoir dans un univers absolument passionnant et très international. Donc à vos CV. Et on les fera passer, bien entendu. On va passer au métier de la programmation. Et avant d'entamer cette séquence, je vous propose de regarder une petite vidéo pour nous présenter le métier de développeur. Mon métier, c'est développeuse d'applications. Ça consiste à écrire du code. Le code, c'est quoi? En fait, c'est une langue. C'est comme la langue française, sauf que c'est une langue que la machine comprend. Et du coup, dans cette langue, je vais expliquer plein de trucs à la machine pour faire en sorte d'avoir une application comme Facebook, par exemple. Facebook, c'est pas moi qui l'ai créé, évidemment. Mais voilà, toutes les applications se créent avec un langage de programmation. Et on l'écrit comme si on écrivait une histoire, en fait. Au quotidien, je passe quand même pas mal de temps devant ma machine, puisque c'est devant cette machine que je vais écrire justement ce code. Mais aussi, je ne travaille pas toute seule, je travaille en équipe, donc avec le marketing, avec des commerciaux, avec des clients. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de réunions aussi. On peut dire que ce métier est vraiment ancré dans le numérique, puisque finalement, c'est la base, c'est la source vraiment. C'est-à-dire que tout le matériel ou tout ce que vous utilisez au final, au quotidien aujourd'hui, contient du code. Enfin, 90% on va dire. Même dans les machines à laver, dans les montres. Aujourd'hui, évidemment, sur les smartphones, etc. Il y a du numérique partout. Donc on y est au cœur vraiment de la chose. Mon parcours, donc j'ai fait d'abord un bac scientifique et ensuite j'ai fait un DUT informatique, donc c'est un cursus en 2 ans. Et ensuite j'ai continué 3 ans à la fac, donc j'ai un bac plus 5, mais on peut s'arrêter avant, donc au bout de 2 ans. Il y a aussi d'autres moyens de rentrer dans ce métier, un petit peu, voilà, pas la voie royale je dirais, mais ça marche aussi. Alors je suis venue à la technologie assez tôt en fait, mais ça a commencé quand j'étais enfant avec les Lego. Enfin, j'aimais bien construire des trucs en fait. Et je suis restée un petit peu dans ce milieu. J'ai eu des ordinateurs assez tôt. J'en ai eu plusieurs et ça m'a plu. Je voyais des gens qui justement développaient des applications, des jeux. J'ai commencé par jouer et j'ai eu envie de savoir si moi aussi j'étais capable de faire ça. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est pour ça que je m'y suis mise. Les qualités indispensables pour un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est la logique, mais ça se développe au fur et à mesure avec le métier en fait. Et la persévérance, mais ça aussi, on est obligé de le devenir persévérant parce que ça marche rarement du premier coup quand on développe une application, il y a des bugs. Ce qui me plaît dans mon job, c'est que je vais rencontrer pas mal de gens différents et je vais pouvoir vraiment concevoir des choses nouvelles de la manière que je veux, parce que quand on crée une application, en fait, il y a diverses manières d'y arriver et on peut choisir la nôtre et faire en sorte voilà, que ça c'est presque de l'art, coder. Bienvenue en direct, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le hashtag Osel Numérique. Et Rénal Chapuis, en fait, on voulait vous interroger parce que vous avez une contrainte, on peut quand même le dire. Et le 16 avril dernier, on s'est retrouvés un peu tous, ceux autour de ce plateau, pour présenter en fait une application, une initiative qui a été prise par Pôle emploi qui s'appelle Oser les métiers du numérique. Et donc on a 2 questions à poser, c'est dites-nous ce qu'est Oser les métiers du numérique et puis qu'est-ce qu'il en advient et quelles seront les suites données. Alors, Oser les métiers du numérique, en fait, donc je disais, c'est le travail ensemble, enfin la mise en commun de moyens, donc de Pôle emploi, bien entendu, de Microsoft, d'Orange, de Sony, et puis évidemment de notre capacité interne en fait, à proposer des contenus pour faire la promotion des métiers du numérique auprès de tout le monde par des jeunes, puisque c'est un projet qu'on a monté avec la Web Academy, avec 5 jeunes, dans le cadre effectivement de leur diplôme. Et on se félicite, d'ailleurs ils ont eu les félicitations du jury, donc on était vraiment ravis pour eux. Donc la première étape, ça a été finalement, est-ce qu'on est capable de créer quelque chose ensemble? Et donc on a finalement eu le bonheur d'avoir un bébé naître, qui est une application mobile, application en fait qui fait la promotion de ces métiers du numérique. Alors
On avait recensé 80 fiches type métiers, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, le numérique qui transcende finalement les secteurs. On s'est concentré sur une dizaine de présentations. On s'est dit qu'il fallait que ce soit ludique, donc il y a des quiz et aussi toutes les questions qu'on pose là finalement, c'est est-ce que je serais capable de rentrer dans ce métier, donc faire prendre conscience à chacun qu'il y a bien entendu des métiers nouveaux, il y a aussi des métiers traditionnels dans le secteur numérique. Moi j'ai travaillé dans une start-up, on avait bien entendu un comptable, enfin voilà. Donc on peut aussi participer et découvrir les métiers par des métiers classiques, traditionnels, dont ont besoin de toute façon toutes les structures qui vont aller vers le numérique. Et donc cette application qui existe aujourd'hui, qu'on veut référencer, donc c'est un peu la suite pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est bien entendu de la faire inscrire dans les stores applicatifs des grands fournisseurs. On a démarré avec Windows 8, donc avec Microsoft, et puis l'idée c'est d'élargir ça et de le rendre universel à l'ensemble des terminaux embarqués. Et pour nous, pour en faire la promotion aussi en interne, on va lancer en mois de juin l'Emploi Store, qui est un dispositif qui nous permet finalement à la fois de co-innover avec le marché, puisqu'on va mettre à disposition des données, Pôle emploi va mettre à disposition ces données, va permettre effectivement à des acteurs de développer leurs applications et de venir les référencer. Et on poussera donc nous le store par, on va dire, notre vaisseau amiral qui est pôle emploi.fr. Et donc l'objectif pour nous, c'est qu'en cible, ce type d'application puisse proposer, être candidat au référencement et que nous, on puisse en faire la promotion pour que chacun puisse découvrir finalement ces métiers. Cette application, en plus, elle est ouverte, elle sera ouverte dans le sens open source et l'objectif, c'est que tout le monde puisse venir coopérer, collaborer à la compléter, pour la complétude, à l'agrandir, développer aussi des nouvelles fiches métiers puisque les métiers se créent en permanence. Et donc qu'elles vivent un petit peu au rythme aussi de ce secteur d'activité qui est foisonnant, j'ai envie de dire, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on est vraiment ravis à Pôle emploi que ce travail qu'on a initié maintenant il y a un an, le 16, ait pu finalement se clore, avec aussi la rencontre de jeunes donc demandeurs d'emploi, qui ont vu ce qu'on pouvait faire finalement avec des acteurs externes, qui étaient venus, donc je remercie Microsoft, au siège de Microsoft, et je pense qu'ils ont du coup compris que des formations étaient ouvertes pour eux, qui pouvaient accéder à ce secteur, et donc c'était un des objectifs finalement du démonstrateur. Donc si j'ai bien retenu, juin, c'est le lancement en fait de cette application. Alors juin, c'est l'Emploi Store, donc on l'ouvre l'Emploi Store et donc on va compléter avec les jeunes l'application sur l'ensemble des stores. Une fois qu'elle sera inscrite à ce moment-là, on les accompagnera pour un référencement dans notre, c'est notre souhait, et on fera en sorte qu'ils soient candidats sur l'Emploi Store. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous libérer. Bonne émission. Sonia. Et on reprend sur les métiers de la programmation avec tout de suite une question de Jean-Jean qui nous dit « Bonjour, quelles sont les qualités et les diplômes pour devenir concepteur informatique ?» Peut-être Caroline, vous pourriez nous éclairer sur… Alors peut-être, moi, là où je peux vous apporter un certain nombre d'informations, c'est surtout les qualités, peut-être que vous pourrez compléter après sur la partie diplôme. Le métier de développeur, c'est un métier qui existe depuis très très longtemps, il n'est pas nouveau. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va chercher des savoir-être un peu différents dans ces métiers-là et qui ne sont pas forcément évidents d'emblée. C'est-à-dire qu'un développeur doit avoir en permanence une capacité à apprendre parce que la technologie va vite, les besoins évoluent vite, donc il faut être capable d'apprendre quelque chose de nouveau, un langage pour développer, et on pourra tous les 6 mois apprendre quelque chose de nouveau, peut-être tous les ans. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'un développeur, et ça j'insiste, et tous les gens qui vont en entretien pour ces métiers-là, doit savoir communiquer. Un développeur fait partie d'une équipe, il communique, il doit être agile, et il doit être capable de partager. On ne développe pas tout seul dans son coin, on développe en équipe. Et j'insiste particulièrement parce que dans les métiers anciens du développeur, un peu à l'ancienne mode, ce n'était pas tout à fait comme ça. Le monsieur parle avec sa machine et surtout, il parle avec tous les autres. C'est extrêmement important. C'est ça, ce sont des métiers où on n'est pas sûr. Il y a certaines personnes qui peuvent imaginer derrière son ordinateur un peu ça. Voilà, chez Microsoft, vous avez une équipe au 3e étage. Tous les matins, ils sont en réunion. C'est les stand-up meetings où on est en équipe projet et puis on partage et on décide de comment on va faire, comment on va réajuster, comment on fait de façon agile pour ensemble développer le produit qu'on a besoin de développer. Et ça, c'est vraiment les 2 messages clés. Après, le reste, c'est plutôt classique. Mais ça rejoint la question de Flo. Peut-on réellement prétendre à un emploi en tant que développeur avec un bac plus 2 ? Est-ce que la concurrence des bacs plus 3, 4, 5 n'est pas trop forte ? Si je vous écoute, si on est sur le savoir-être et sur cette communication, ça veut dire que ce n'est pas forcément un frein ? Non, ce n'est pas forcément un frein. Évidemment, il y a
une capacité à pouvoir apprendre un certain nombre de données techniques et de méthodologies. Et puis après, il y a votre agilité à apprendre, à communiquer, à partager. Et donc on vient de parler des qualités pour être un bon développeur. Peut-être un mot rapide de la formation, justement, la question que nous posait Jean-Jean. Sur la formation, il y a différents types de formations. Il y a, depuis que nous avons mis la première pierre en 2010 avec la Web Academy, des formations qui s'adressent à des gens qui sont sortis du système scolaire sans diplôme. Donc ça, c'est plutôt une jolie révolution de formation dans ce domaine-là. Donc ça a donné naissance à plein d'autres activités, comme Simplon, 42 et autres. Donc beaucoup d'acteurs qui viennent compléter l'offre sur ce projet-là. Donc ce qui est important dans le développement, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge. Donc après, c'est une histoire de ressources. Et ensuite, beaucoup de choses sont basées sur la motivation. Alors, quand on parle d'informatique, ce que vous disiez tout à l'heure, on est passé d'experts informatiques qui développaient des choses que personne ne voit à des développeurs web qui développent des choses que tout le monde voit, pour faire rapide. Et donc, c'est là où les langages se différencient. Et donc, le point de base de tout ça reste toujours la motivation. On peut partir de très très loin, avoir quitté l'école en troisième ou en seconde ou en première. C'est le cas de la Web Academy. On a formé plus d'une centaine de jeunes qui sont en emploi aujourd'hui et donc étaient plutôt des bacs -2 plutôt que des bacs +2 et qui aujourd'hui ont de très jolies carrières. Et quand on fait des petites compétitions entre des gens de l'école Epitech ou autres, on n'est jamais très loin. On est toujours dans le top 5, on va dire, par rapport à ça. Donc on voit bien que c'est la motivation qui prime avant tout. Après, le fait d'être diplômé apporte d'autres avantages, donc dans l'organisation, dans l'analyse, dans la gestion de projet. Enfin, on n'apprend pas tout à fait les mêmes formations. Mais ce qui est important, c'est que c'est un métier de développeur et de développeuse. C'est asexué, le développement. Donc, tout le monde y a accès. Ensuite, on va s'adresser à des écoles en fonction du niveau où on arrive. Donc, si on a passé son bac et qu'on veut aller dans une grande école ou dans une faculté, donc là, il y a beaucoup d'ouverture. Vous avez un peu répondu à la question de François qui nous demande si on peut accéder au métier de développeur sans la formation adéquate. Si on est juste autodidacte, est-ce qu'on peut espérer avoir un poste ou est-ce que, justement, vous le disiez, il y a la motivation, il y a l'envie, mais il faut aussi avoir des compétences concrètes et ça, on peut les acquérir qu'en se formant? C'est deux choses. Alors non, là, je ne serais pas aussi catégorique. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir beaucoup d'outils comme Open Classroom, Code Academy ou autres, où vous avez des personnes qui ont une facilité à s'auto-former. Et donc ça, c'est une qualité parce que ce n'est pas une autoroute, hein, les individus. Il y a un peu de tout. Donc évidemment qu'on peut réussir à s'auto-former ce type de programme. Il nous manquera d'autres choses, c'est-à-dire de la méthode, de l'organisation, du savoir-être, du travail en équipe. Donc tous les paramètres qui rentrent dans ce genre de sujet. Mais évidemment que je peux, dans ma chambre, dans mon garage, apprendre à développer et développer un certain nombre de choses. Ça, c'est possible. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup comme ça qui ont réussi à apporter ce point-là. Mais la formation reste quelque chose de central. Enfin, nous qui sommes dans ce domaine-là, et donc d'un côté, je fais en sorte que les jeunes ne sortent pas du système scolaire avec ZUBDECO, et de l'autre côté, j'essaie de former ceux qui en sont sortis avec la Web Academy. Mais la recommandation que je fais à tous les jeunes qui nous écoutent, de pro ou de loin, c'est d'aller le plus loin possible dans sa formation, car c'est beaucoup d'atouts complémentaires. Jérôme nous demande un message directement adressé à Caroline, qui demande si Microsoft propose des postes de développeurs en apprentissage. Microsoft propose 1 ou 2 postes développeurs en apprentissage par an, parce que dans la filiale française, c'est essentiellement une filiale qui fait des activités commerciales, marketing, etc. On a une petite entité qui fait du développement. Il y a 2 endroits et on en prend 1 à 2 par an. Voilà. Donc il faut y aller parce qu'il faut oser. Ouais. Il faut oser. Il faut oser quand il y a 2 montrer sa passion. Quand il y a deux postes en apprentissage, il faut y aller. Hein. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine thématique qui sont les métiers de la gestion des réseaux, avec peut-être une première question je sélectionne en même temps, de master bonjour tout le monde déjà. Que faut-il faire pour devenir architecte de systèmes d'information? Je ne sais pas qui ici. C'est une formation qui est au-dessus des métiers de développeurs. Là, on parlait des métiers de développeurs. En fait, dans les métiers du numérique, il y a ceux qui sont dans le code, et quel que soit le type de langage dans lequel ils sont. Mais dans le monde du numérique, c'est hiérarchisé comme dans les activités assez classiques. Avant de développer son application, il faut savoir ce qu'on veut développer, comment on va le développer, avec qui on va le développer, comment on va le structurer. Et quand vous parlez d'architecte ou de chef de projet, ce sont des gens qui sont bien en amont de tout ça et qui définissent
ce qu'on appelle un cahier des charges, qui définissent quels sont les langages qui vont être utilisés, qui définissent quels sont les liens qui vont être créés avec les uns et avec les autres. Donc voilà, en gros, vous avez, on va dire que dans le monde physique, vous avez les architectes qui vous construisent des immeubles et des maisons, et dans le monde virtuel, vous avez les architectes qui vous construisent une autre organisation qui est liée à tous ces programmes dont on parle. Mais justement, de manière plus générale, les métiers de la gestion des réseaux, ils évoluent comment ces métiers et quels sont finalement ces métiers? Là, on a parlé architecte, mais quels sont les autres Ça va toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure qu'il y a énormément de métiers dans le numérique. On a tendance à parler des développeurs, mais le monde ne tourne pas autour du numérique. Le numérique est un outil, un moyen qui a permis d'accélérer un certain nombre de choses, de modifier les changements. C'est une vraie révolution. On a eu l'imprimerie à un moment donné, on a le numérique aujourd'hui. Et donc, quand je me connecte sur mon ordinateur, pour que quelque chose arrive à mon ordinateur, il y a du câble. Donc ce câble, c'est des gens qui l'ont installé. Mais pour l'installer, il faut que les gens les préparent, les structurent. Donc quand vous voyez des gens dans la rue qui sont en train de creuser les tranchées pour faire passer du câble, pour arriver avec le haut débit ou autre, voilà, donc vous avez... Ça, c'est la partie physique des réseaux. Et puis ensuite, vous avez la partie virtuelle des réseaux à travers les acteurs sur des gros serveurs qui se trouvent dans plein d'endroits et qui font en sorte que ces informations puissent se diffuser auprès des uns des autres. Et pour ça, il y a des formations. Donc, d'administrateur de réseau, c'est une équivalence Bac+4, Bac+5. On a une question de Golem qui est assez, je ne sais pas si on va pouvoir répondre de manière générale, mais essayer de garder cette idée, et qui demande quelles sont les technologies les plus recherchées dans les entreprises, applications web, mobile, smart télé, côté serveur ou côté client. Voilà, est-ce qu'il y a des technologies qui sont les plus recherchées, des compétences qui sont plus recherchées, c'est-à-dire que notamment des gens qui voudraient se reconvertir ou en tout cas s'orienter, est-ce qu'il y a des... On reste toujours, excusez-moi, je creuse la même veine, hein, mais on reste vraiment sur le développement d'applications. Si on raisonne en termes de volumétrie, on a plusieurs familles professionnelles, on a parlé de l'architecture réseau, on peut parler du consultant IT, on parle du développement, on est sur des métiers qui nécessitent donc encore une fois des compétences assez pointues, qui sont spécifiques et qui, pour quelqu'un qui n'est pas sur ces métiers-là, ressemblent globalement à du chinois, mandarin. Bon. Mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que sur les métiers du développement, c'est là où il y a le plus de volume de postes à pourvoir. On est sur des métiers qui ont des taux de progression de l'ordre de 10 à 20%, je reste un peu large, hein, mais 10 à 20% par an de progression de postes disponibles. Ensuite, si on est sur des choses qui sont un peu plus précises, je reviens un petit peu tout à l'heure sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les data analysts ou les data scientists, il n'y en a juste pas du tout sur le marché. C'est-à-dire, on parle de métiers en tension, là on peut même parler de métiers très en tension, quoi, puisque lorsque on est en relation avec des entreprises qui recherchent des profils très spécifiques, lorsque nous allons essayer de sourcer des personnes qui sont disponibles, nous n'en trouvons pas. Tout simplement. Voilà. Quand je dis que nous n'en trouvons pas, là nous avons fait un recrutement, et d'ailleurs c'est un peu une fierté parce qu'on a réussi à positionner un data scientist en entreprise. Nous avons élargi au-delà de l'Île-de-France, pour la spécificité qui était recherchée par l'entreprise. Nous avons proposé 2 candidats. Nous avons trouvé 2 candidats, et sur ces 2 candidats, il y en avait évidemment un qui a été recruté. On parlait de Pôle emploi, de vos compétences. Gérald qui se demande si Pôle emploi met en avant les financements dans le domaine de la formation de développeurs. C'est extrêmement large comme question pour le coup. Il ne faut pas oublier non plus que Pôle emploi en lui-même n'est pas financeur. Hein. Pôle emploi diagnostique, et encore, oui, diagnostique effectivement, et met en œuvre les politiques publiques de l'emploi. Donc je vais m'apporter une réponse un peu différente, je ne sais pas, j'espère que je vais répondre à la question, à savoir que oui, il y a de l'offre de formation sur le secteur du numérique qui est disponible, qui se trouve très facilement, par exemple sur le site pôle emploi.fr ou tout simplement en allant se rendre en agence. On a, alors je suis désolé, je regarde un tout petit peu mes fiches parce que je ne les connais pas toutes de mémoire, mais juste pour vous donner quelques exemples, hein, on a des formations disponibles d'intégrateurs web, de développeurs Java J2E, de développeurs PHP MySQL, d'ingénieurs, de journalistes online, parce que ça touche aussi ce domaine-là, de mainteniciens informatique et réseau. On reste sur des choses qui sont assez larges, hein, mais pour reprendre un petit peu, donc ça existe, il y a des possibilités.
Il y a aussi des financements complémentaires qui s'appellent, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, des préparations opérationnelles à l'emploi, sur lesquelles Pôle emploi s'appuie aussi sur des besoins du marché, clairement. Des entreprises prennent contact avec Pôle emploi pour dire, voilà, nous avons besoin de 4, 5, 6, 10 personnes à former. Et là, pour le coup, le challenge, c'est d'aller chercher des personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi pour les positionner sur ces formations-là. Je rebondis encore une fois, parce qu'on tourne toujours un petit peu autour du même sujet. Vous avez des personnes qui sortent d'école, qui n'ont a priori pas de difficulté à rentrer en emploi, puisqu'ils sont jeunes qualifiés. Et vous avez des personnes qui ont une expérience de 4, 5, 6, 10 ans, qui se retrouvent sur le marché. On parle donc de personnes qui ont entre 30 et 35 ans. Ces personnes-là, pour pouvoir retourner en emploi, ont une obligation, c'est ce que vous disiez fort justement tout à l'heure, de continuer à se former. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous pouvez mettre face aux demandeurs d'emploi ou n'importe quelle personne qui souhaite se former une offre de formation. Il y a une obligation de s'auto-former, de participer à des MOOC, ou alors vous le disiez fort justement sur Internet, on peut trouver sans difficulté, lorsqu'on connaît ces secteurs professionnels, on peut continuer à se former sur de la programmation, sur du langage. Si cet effort n'est pas fait, je peux, moi, mettre en formation des personnes autant qu'ils le souhaitent, mais ils ne trouveront pas de débouchés derrière. On a une question par rapport aux débouchés, mais aux débouchés à l'étranger. Est-ce que ce sont des compétences justement qu'on peut exporter? On disait tout à l'heure qu'il y avait une certaine qualité française. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi quand on cherche un emploi à l'étranger dans ce secteur? François. Je pense que nos amis qui ont les entreprises internationales en parleront mieux que moi, mais la logique, c'est qu'en France, on est très très bon. Là, c'est indiscutable. Je veux dire, quand on parlait tout à l'heure de mathématiques, de développement ou de formation, on a cette French Touch qui est quand même internationalement connue. Il s'est fait qu'il y a des pénuries dans tous les pays du monde où on recherche. En France, on doit rechercher un peu plus de 30 000 développeurs. Donc il y a des vraies pénuries parce que c'est un métier qui est nouveau, donc il s'est accéléré très rapidement. Et donc voilà, le système n'avait pas préempté, n'est pas aussi agile. Et donc en fait, quand à l'étranger, vous avez beaucoup de Français qui partent aux États-Unis. Vous en croisez beaucoup à San Francisco, dans les Silicon Valley, à Londres, au Moyen-Orient. Beaucoup de Français qui vont s'installer en Afrique parce que voilà, c'est un pays qui est en train d'exploser dans plein de domaines. Donc oui, c'est un peu dommage parce qu'on en recherche beaucoup ici. Mais en même temps, c'est bon pour la francophonie. Donc évidemment qu'aujourd'hui, l'avantage de ce métier, ce que je dis toujours aux jeunes que l'on forme à la Web Academy, c'est que l'avantage de ce métier, contrairement à beaucoup de métiers, c'est qu'avec un jean, un portable, un passeport, ils peuvent aller dans le monde entier. C'est le même langage. On fera du .NET, du C#, du PHP, du MySQL, du Python. Les langages sont tous les mêmes dans ce domaine. Donc je les encourage à partir, à revenir, certes, mais je les encourage à partir et à voyager, oui, bien sûr. Oui, partager ce constat. Pour apporter un témoignage d'entreprise internationale. Alors c'est complètement vrai. Et donc moi j'ai travaillé dans un autre univers pendant 15 ans et en rejoignant l'IT. Et j'ai été vraiment frappée par l'universalité des compétences. C'est-à-dire que, voilà, un développeur, le langage est le même dans le monde entier. Donc on peut aller dans n'importe quel pays, on peut faire de la gestion de projet, on peut faire de la gestion de réseau, on peut aller faire de la gestion des community, des communautés, etc. Il y a vraiment là, du coup, un champ qui est très ouvert et on peut partir à l'étranger et puis revenir après, parce que c'est de la compétence, qui est vraiment transférable partout. Et c'est un des environnements, je trouve, qui est le plus agile dans l'échange de compétences au niveau worldwide, comme on dit. Parce que le numérique, ça concerne le monde entier, tous les secteurs, toutes les entreprises. C'est pour ça que par rapport à ces histoires de liste de métiers, c'est un peu compliqué, parce que tous les métiers existent dans l'univers du numérique. Et par rapport, on disait la France qui est assez en pointe, est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça où pour se former, par exemple, sont des pays porteurs, où en tout cas on peut se former à ces métiers du numérique et qu'il est intéressant de visiter, ou en tout cas d'acquérir une expérience dans certains pays? Les États-Unis? Je pense que la plupart des pays ont compris, puisqu'ils se battent là-dessus. Quand vous voyez le président des États-Unis qui fait un visa numérique, entre guillemets, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de développeurs qui puissent venir intégrer et venir aux États-Unis plus facilement, vous voyez bien que c'était une vraie demande. Donc je pense qu'après, ça fait recette, c'est-à-dire que les gens regardent, c'est l'avantage du numérique, hein, on a accès à tout. Donc nous, au niveau de la Web Academy, on voit des gens qui nous appellent d'autres pays et qui veulent installer une Web Academy en Afrique,
aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, mais ils n'ont plus besoin de nous. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est possible. Et ensuite, les technos sont là. Je veux dire, Microsoft est implanté au niveau mondial, Sony est implanté au niveau mondial. Enfin, il y a suffisamment aujourd'hui de technos pour faire du développement avec des outils, de la musique ou autre, quel que soit l'endroit, qu'on soit au Pakistan ou qu'on soit à San Francisco. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est que tout le monde prend conscience de ça. Il y en a qui sont plus ou moins rapides que d'autres. Voilà. Je pense que là, nous, on a pris un peu de retard sur ce sujet, mais ça s'accélère fortement parce qu'il y a un programme qui s'appelle la Grande École du numérique qui est en train de se mettre en place. Il y a des grands projets. Je pense que les institutions ont pris conscience que le système de ces métiers du numérique va plus vite que les institutions et qu'il faut se réorganiser et être un peu plus agile. Donc il y a beaucoup de choses qui se font avec plein de la French Tech qui se déploie à différents endroits, plein de pôles de compétitivité. Et donc tout le monde regarde ça de très près parce qu'on est assez avant-gardiste en France sur ces sujets-là. Justement, c'est la question de Fred qui nous demande, qui ne pose pas une question sur un métier en particulier, mais qui constate que les services de stockage de données cloud et la virtualisation sont en plein essor depuis 5 ans, mais qu'on manque de techniciens. Il se demande si on ne pouvait pas anticiper justement ce besoin. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé? Est-ce que c'était possible? C'est que le rythme de ce garçon, ce monsieur, pardon, qui pose cette question, c'est qu'il décide de sortir de chez lui, il sort tout de suite. Ça, c'est son avantage. Dès qu'on commence à être 2, il faut commencer à se parler. Dès qu'on est 10, il faut s'organiser. Et donc là, on est dans un système où il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, de sécurité, qui ne sont pas rien. C'est-à-dire que voilà, quand vous connectez à votre ordinateur et que l'Internet ne marche pas, vous râlez. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que vous devez avoir un espèce de service comme ça assez qualitatif. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'infrastructures qui se mettent en place. Enfin, il y a plein d'entreprises françaises qui ont mis en place ces logiques-là, de cloud. Les entreprises aujourd'hui internationales qui s'implantent installent aussi ce type de solution. La difficulté, c'est toujours la même chose entre ce qui vient du monde de l'entreprise et qui a une espèce comme ça de rapidité et d'efficacité, et ensuite ce qui doit être géré de façon institutionnelle sur un tas d'autres paramètres qui peut être un peu plus lent. Donc quand les deux se rencontrent, ça donne des choses des fois assez étonnantes. Merci beaucoup. On va passer à notre prochaine thématique, donc, qui est la gestion des contenus et de l'éditorial. Absolument. Ça ne sert d'avoir la machine, encore faut-il avoir de l'information, encore faut-il avoir du contenu. C'est ce qu'on va aborder ensemble maintenant, et surtout l'animer. Et je vous propose, en fait, en introduction de cette séquence, de découvrir le métier de Social Media Manager. Alors je gère une équipe de 8 personnes pour gérer l'ensemble de la présence de Microsoft sur les réseaux sociaux, que ce soit de l'écoute sur les réseaux sociaux, savoir comment est-ce qu'on parle de la marque et de ses produits, en bien ou en mal, et de réagir à d'éventuelles crises, voire d'apporter du support technique à nos utilisateurs. Également de gérer l'équipe de Community Manager, il y en a 4 dans l'équipe, qui s'occupent à la fois des 20 comptes officiels de Microsoft, que ce soit pour le grand public ou l'entreprise. Gérer également tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux et animation des communautés. Les réseaux sociaux, c'est finalement quelque chose d'assez récent. On oublie souvent qu'il y a 4 ans, Facebook était quasiment inexistant en France et au niveau mondial. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent où on a peu d'historique, on ne sait pas beaucoup de choses. Donc il y a énormément de choses à apprendre, de choses à faire. C'est des nouvelles opportunités, c'est un média qui évolue en permanence avec des nouveaux réseaux qui naissent chaque jour. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique chez Microsoft. Déjà, à l'âge de 11 ans, je rêvais de travailler chez Microsoft parce que j'ai eu mon premier PC à ce moment-là. Pour moi, c'était un rêve qui était inaccessible. Ensuite, j'ai fait mes études, donc j'ai un bac technique. Ensuite, je suis allé faire un DUT en informatique parce que je voulais être développeur. Je me suis rendu compte que ça allait pas me plaire. J'ai redoublé ma première année parce que j'ai fait la fête. Donc après, j'ai travaillé, j'ai passé mes 2 années et donc je n'ai pas pu aller en école de commerce pour des raisons personnelles et financières aussi. Donc j'ai décidé de faire un DUT technique de commercialisation en année spéciale, donc en 1 an, pour apprendre les bases du marketing et de l'économie, ce qui m'a amené aujourd'hui où je suis. Et puis j'ai surtout découvert Internet sur le campus de mon université. À l'époque, c'était 6 PC reliés en réseau, on pouvait faire que du chat. Et donc j'ai chatté pendant 30 minutes avec des Québécois et je me suis dit que je voulais travailler dans ce monde-là, je voulais travailler dans le domaine de l'Internet. Les qualités pour exercer le métier de Social Media Manager, je dirais qu'il y en a 2. La première, c'est la passion. C'est très important, on passe beaucoup de temps sur son lieu de travail. Il faut être passionné d'Internet, il faut être passionné des réseaux sociaux. Et ensuite, la deuxième qualité, bien parler anglais, parce que quand on travaille chez Microsoft ou dans une entreprise internationale, c'est extrêmement important. J'ai un petit regret de ne pas avoir suffisamment travaillé à l'école sur ce point-là. Je me débrouille, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux.
Donc ce qui m'anime au quotidien, c'est les personnes avec qui je travaille, l'équipe exceptionnelle avec laquelle je suis. C'est très important d'être bien entouré dans son travail, qu'il y ait une bonne ambiance. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Bonjour, bienvenue sur le plateau, ou re-bienvenue en tout cas sur le plateau de cette web émission. On est ensemble depuis maintenant 1 heure pour parler, vous faire découvrir les métiers du numérique. On me dit en régie qu'on a d'ores déjà plus de 400 questions et qu'il est important qu'on puisse se dépêcher, aborder chacune de vos questions, répondre à vos préoccupations, et on voit tout de suite que c'est un sujet de préoccupation. Pour mémoire, autour de ce plateau, vous avez Claude Monnier, DRH Sony Music. Vous avez Grégory Venot, responsable d'équipe à Paris 11e Beaumarchais. François Afif Bentanan, vous êtes fondateur de Zubdeco. Et Caroline Bloch, vous êtes DRH chez Microsoft France. Et ma question ira directement pour vous tout de suite. C'est quels sont les métiers du digital aujourd'hui présents chez Microsoft France ? Alors chez Microsoft France aujourd'hui, comme métier, nous avons des webmasters ce sont effectivement des gens qui vont construire du contenu et puis pouvoir administrer tout ce qui est autour du web. Nous avons des community managers. Un community manager, c'est typiquement un nouveau type de métier avec à la fois des community managers et puis des managers qui vont encadrer ces personnes-là. Et en fait, il s'agit de créer du contenu et le diffuser sur des réseaux par rapport à des cibles précises et particulières. C'est une nouvelle forme de communication et de marketing, puisque c'est un média maintenant, le réseau, qui va occuper énormément de place, comme on le disait tout à l'heure. Et puis vous avez aussi, alors je lis mes notes parce que je ne suis pas encore une spécialiste là-dessus, mais des Digital Solution Specialists, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est un peu du jargon, mais il faut comprendre ce qu'il y a effectivement. Et là, ça va être, je construis et je vends du contenu publicitaire sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une sorte de business nouveau qui est arrivé avec l'émergence des réseaux sociaux et le fait que ça occupe une place constante dans notre vie au quotidien. Donc c'est à peu près ça qu'on trouve aujourd'hui chez Microsoft en France. Et donc où on va chercher, on disait tout à l'heure, à la fois un mélange de compétences assez classiques et puis de compétences nouvelles, parce qu'il faut savoir circuler finalement. Ce sont beaucoup des métiers de communication pour circuler sur cette toile nouvelle que sont nos réseaux sociaux et en pouvoir mettre à disposition, en exploiter le contenu et puis faire un business qui nous paraît pertinent et profitable. Alors, j'ai une question en fait de Gwish 1 qui nous dit, pour quelqu'un qui a travaillé dans la communication publicitaire traditionnelle et qui souhaiterait évoluer dans le digital, community manager, project manager, etc., doit-on se former à nouveau ? Alors, la réponse est oui, il faut se former à nouveau parce que la nature du média et les réflexes pour pouvoir faire en sorte de sensibiliser une audience, la toucher, etc., sont un peu différents techniquement et mécaniquement. Après, ce sont de bons moyens, et on en parlait tout à l'heure, à partir d'un apprentissage et d'une expérience de communication, marketing, journalistique, j'en sais rien, c'est de prendre cette compétence et de ce savoir. Je rajoute une couche de formation sur finalement quelles sont les mécaniques de communication et qui consistent à aller chercher une audience sur les réseaux. Et en ayant ce petit plus de communication, évidemment, je peux aller dans une entreprise après investir ces nouveaux métiers. Parce que c'est pas que de la compétence nouvelle, c'est vraiment un mélange de compétences traditionnelles. Si je fais un métier de marketing ou de communication, les leviers et les compétences de base sont les mêmes. Par contre, j'ai besoin d'un savoir-faire technique et d'un savoir-faire de communication qui est différent. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Donc oui, il peut et il doit se former. Et on en parle, mais quelqu'un pourrait nous dire qu'est-ce que c'est réellement être community manager ? Claude Monnier ? Moi, je peux répondre uniquement pour l'univers Sony. Nous attendons de nos CM qu'ils soient en mesure de partager, d'identifier, de partager, d'optimiser une relation entre un artiste et un fan. Donc, concrètement, ils vont mettre à disposition du contenu autour de l'actualité de cet artiste pour que le plus grand nombre de fans puissent avoir accès à ce contenu et
La cerise sur le gâteau, c'est d'animer cette communauté de fans de manière suffisamment interactive pour que les fans viennent contribuer à cet apport de contenu, à cet enrichissement de contenu. D'accord. Et on voyait dans le film en fait un social media manager qui nous expliquait justement qu'il animait une équipe de community managers. Comment, Caroline Bloch, on évolue sur ces métiers? Est-ce que justement on évolue? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution par exemple chez vous? Alors vous avez deux types de perspectives d'évolution, c'est-à-dire que vous pouvez devenir des grands spécialistes d'une cible ou d'une audience particulière, c'est-à-dire j'ai une connaissance particulière du monde des développeurs. Microsoft est intéressé à faire en sorte d'avoir une relation très proche avec le monde du développeur. Et donc je deviens un spécialiste et du coup je vais apporter une expertise pour savoir comment animer cette communauté et faire en sorte que ça fasse un seul avec Microsoft par exemple. Et puis après vous avez, comme dans toutes les sortes de métiers, forcément besoin de gens qui ont la capacité à encadrer pour gérer des projets, donc des compétences de management, des compétences de gestion de projet. Vous avez aussi des évolutions possibles en passant d'un pays à un autre. Dans des entreprises comme Microsoft, vous avez une maison mère qui est aux États-Unis et qui du coup va aussi aller chercher ce type de compétences pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans un pays. Voilà, c'est pas dans les différents types de métiers autour, il y a cette compétence particulière qui est un peu nouvelle, qui est, on l'a dit, un mélange de compétences d'avant et d'aujourd'hui. Et puis après, vous avez tous les métiers inhérents à comment fonctionne une grosse équipe sur un business particulier. Et donc, il y a des métiers de management, de gestion de projets internationaux, etc. Et puis l'anglais, on a vu que c'était important, notamment dans le film. Évidemment, l'anglais c'est un peu important. Donc ça, deux messages importants. Si je suis un petit peu, confirmée et que je ne pratique pas bien l'anglais, je vais trouver des moyens de faire un peu d'immersion. Voilà. Et puis si je suis un jeune, je n'oublie surtout pas de pratiquer l'anglais et de l'apprendre sérieusement. Et ça demande un peu d'effort, mais c'est indispensable. Et après, ce n'est pas la peine d'être 300% fluente. Je parle le globish très bien et je m'en sors très bien. Je souhaitais intervenir là-dessus, donc je vous remercie de l'avoir fait, parce que c'est vrai que ça peut sembler peut-être, en fonction des personnes qui suivent l'émission, vous avez des personnes qui connaissent déjà le secteur professionnel et d'autres pas du tout. Et on est confronté clairement à ça au quotidien. Vous aussi, lorsque vous recevez aussi des candidatures, vous avez fort justement dit au démarrage qu'il fallait être en capacité à communiquer sur ce que l'on fait, mais il faut... J'ai presque envie de dire un préalable obligatoire, c'est une bonne maîtrise, même si on ne demande pas à être fluent, mais une bonne maîtrise de l'anglais. On a énormément de personnes qui s'orientent sur ces métiers-là. Ça fait plus d'1 heure maintenant qu'on essaie de faire passer le message sur le fait qu'on est sur des métiers qui ne sont pas cloisonnés et il faut en profiter pour aller travailler à l'étranger. Ne pas maîtriser un minimum l'anglais, c'est pas nécessaire d'aller au-delà. Dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire, en anglais ou en français, une question de Michael Barrault. Le contenu est roi, l'adapter au numérique crée une nouvelle compétence. L'avenir appartient-il à ceux qui feront le meilleur des deux mondes, médias traditionnels, nouveaux médias Internet? C'est une question un peu philosophique, mais au-delà de ça, est-ce que le numérique, c'est la synthèse de... Il y a 10-15 ans, on n'en était pas du tout à ce genre de sujet. Alors, savoir ce qui va se passer dans les 10-15 ans dans le monde du numérique avec l'e-éducation, l'e-santé, l'e-banking, etc. Par contre, sa question est, est-ce qu'il faut être dans ces sujets du contenu, de l'information et de la diffusion? Oui. Est-ce que c'est un métier d'avenir par la force des choses? Est-ce que c'est le seul? Non. Mais celui-ci est important, oui. Et on a des études aujourd'hui, on voyait hier, je le disais en introduction, qu'il y a des perspectives d'emploi qui ont été imaginées, mais on sait comment se transforment ces métiers, parce qu'il y a 10 ans, on n'imaginait probablement pas le métier de community manager, j'imagine que dans 10 ans, ça reste déjà compliqué de s'imaginer. Je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les 20 ans qui viennent, la moitié des métiers sont robotisés. Donc ça, c'est déjà un point qu'il faut prendre en compte. Donc il y a énormément. Mais dans tout ça, quand on dit robotisé, outils connectés, je ne parle pas de robots qui vont dire bonjour, mais il y en aura. Mais évidemment qu'il y aura beaucoup de techno autour de ça. Pour les personnes qui se posent des questions aujourd'hui, qui ont entre
16 et 25 ans et qui se posent des questions sur où il faut aller, évidemment que c'est dans cet univers-là où il y aura beaucoup de choses, quels que soient les métiers, que ce soit dans l'artisanat. Aujourd'hui, vous avez des artisans qui vous font des jolis produits, des bijoux de peau comme Marbella auquel je pense ou autre. Il va bien falloir communiquer, il va bien falloir le faire savoir. Donc ça veut dire qu'il y aura ces mélanges de métiers et de communication à travers ce genre d'outils. Donc la question est de dire, est-ce qu'il faut se former sur ces métiers et essayer de comprendre? Oui, ensuite, il faut faire en fonction de soi. Voilà, si vous aimez être derrière un ordinateur à lire du code avec derrière tel un poète lirait un livre, le monde de développeurs vous va bien. Si ceci est barbant pour vous, c'est pas là où il faut aller. Si vous voulez lire des vraies lignes avec du vrai texte et des vraies images, il vaut mieux aller vers les métiers de community management. Si vous êtes plutôt matheux, si vous êtes plutôt dans l'analyse et autres, il vaut mieux aller dans tous ces métiers de data scientist ou autres, qui sont des métiers qui existaient déjà jusqu'à présent, parce que là on invente il y a des termes qui sont complètement dingues, mais bon, community manager c'est un chef de pub, amélioré avec de la formation. Donc il ne faut pas que les gens paniquent sur le terme. Ce qui est important, c'est de fonctionner sur le métier et autres. Mais dans le temps, je pense qu'il y a tout un tas de métiers qu'on ne connaît pas aujourd'hui. J'ai une question du coup, comment on s'adapte, je m'adresserai plutôt à Claude Meunier, comment on s'adapte à ce qu'on peut imaginer, j'allais dire, dans les 5 ou 10 ans qui viennent? On a beaucoup de questions aujourd'hui sur le live autour de, finalement, le numérique c'est un média, la presse s'effondre, le numérique explose. Vous avez, je pense, été un peu confronté à cette problématique il y a de ça quelques années. Voilà, le problème a été pris comment en compte chez Sony et comment vous avez restructuré vos activités et les fonctions associées? L'enjeu aujourd'hui consiste à comprendre le comportement du consommateur. Et il y a presque autant de consommateurs que de vérité aujourd'hui sur la relation aux nouveaux médias et au contenu numérique, au contenu culturel. Donc notre rôle aujourd'hui consiste à analyser dans sa spécificité le comportement de chacune des personnes qui écoutent de la musique, et par un travail qu'on a qualifié de différentes manières depuis tout à l'heure, qui est le traitement de la donnée, au sens large du terme, d'en tirer des espèces de lois qui pourraient nous permettre de faire de la science-fiction. Donc on passe d'un comportement au quotidien à des lois pour essayer d'anticiper une forme d'avenir de la consommation de la musique. C'est un exercice très compliqué, je serais bien incapable de répondre à votre question en moins de 3 heures. Je serais plutôt enclin à inviter des gens à venir voir dans la maison, avec une journée porte ouverte, comment ça évolue. Je vais répondre par 2 chiffres. Pour autant, on a distribué plus de musique digitale cette année que sur les 15 années précédentes, mais on a quand même aussi vendu plus de vinyles cette année que sur les 10 dernières années. Et du coup, j'ai une question, alors là, directe de Fred M, qui dit le marché du numérique est-il plus vivant en Europe ou hors d'Europe? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en avance ou est-ce qu'on s'inspire Donc, les quelques études dont on dispose aujourd'hui font apparaître d'abord une très très grande avance dans les pays du nord de l'Europe. Donc Norvège, Suède, Finlande, Danemark, c'est des pays qui sont très très consommateurs de numérique sous toutes ses formes. C'est vrai dans le monde du culturel, mais c'est vrai dans le monde de la consommation au sens large. On a quelques pays anglo-saxons qui sont aussi très orientés vers cela. Donc un axe Canada, Amérique du Nord, Angleterre. On a l'Asie qui se positionne de manière très hétérogène selon les produits. Sur certains sujets, on consomme beaucoup au sens numérique du terme et sur d'autres non. Et il y a l'Afrique qui a aujourd'hui les plus forts taux de croissance, mais qui part d'un peu plus loin, certainement pour des raisons technologiques, d'infrastructures et de produits. Et une Europe continentale, une Europe historique, pays de l'Est et pays un peu latins, qui cherche encore sa voie, avec un rôle dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais qui est important, c'est le rôle des différents législateurs dans ces pays. Il y a des pays où le droit est complètement ouvert et déjà très enclin à embrasser l'évolution technologique. Puis il y a des pays où, en France, par exemple, le piratage est un sujet dont on pourrait là aussi faire une conférence à part entière. Qu'est-ce qu'on fait légalement? Qu'est-ce qu'on fait illégalement? Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on ne paye pas? Qu'est-ce qu'on a le droit de prendre gratuitement? Qu'est-ce qu'on n'a finalement pas tant de droit de prendre gratuitement que ça? Etc. etc. Et selon les droits, la réponse est quand même différente. Et elle vient compléter la réponse culturelle qu'on pourrait se faire à cette question.
Des nouvelles questions, en fait, une question de @wweb qui nous dit bonjour, est-ce que cette émission est enregistrée et sera disponible en VOD? Bien évidemment, elle est enregistrée, il sera disponible en streaming dès demain. Nouvelle question, dans ces métiers, est-ce qu'il y a celui d'infopreneur? Cela consiste à vendre de l'information par le net. Si oui, est-ce que je peux trouver des formations et où? Merci de votre réponse. C'est Patricia qui nous pose cette question. Infopreneur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'improviser Le domaine du digital et du numérique est un domaine en plein développement. Je vais vous donner la parole. Et donc, on découvre de nouveaux métiers tous les jours. Ouais, je pense que quand il dit, alors je ne sais pas, mais quand je pense à infopreneur, je vais dire blogueur. C'est-à-dire que cette logique qui est de se dire j'ai du contenu ou un savoir-faire et je le communique au plus grand nombre, c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, la question, c'est de dire est-ce que j'ai un savoir-faire et du contenu que je pourrais commercialiser auprès d'autres acteurs? Sûrement, si le contenu a de la valeur. Mais infopreneur, c'est un joli mot. Entrepreneur d'information. Oui. Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Du coup, en fait, peut-être un nouveau métier, une nouvelle piste. On verra ça dans quelques années. On a une question, en fait, au-delà de ça, sur le recrutement, sur les profils. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées dans cet esprit. Une question de F. Mélan. Bonjour, on dit que les métiers du numérique sont en plein essor. Je cherche actuellement un poste en tant que community manager ou chef de projet digital, mais peu de réponses. Quels sont les critères de recrutement dans ces métiers? Étant un demi-note marketing, quelles sont les formations complémentaires qu'il faudrait faire? Je me suis formé au métier de community manager, précise-t-elle. Alors, quels sont les critères? Ça m'interpelle un peu de cette question parce que d'après ce que décrit la personne qui pose la question, elle a l'air plutôt bien armée puisqu'elle a été formée au métier de community manager et elle a l'air de chercher un métier de community manager. Alors, ce qu'il faudrait faire de complémentaire, j'en sais rien. Peut-être par contre qu'il faut que cette personne se pose un peu sur la façon dont elle va rechercher du travail. Parce que là, visiblement, ce n'est pas forcément une question de compétence, ça a l'air d'être sur le papier plutôt bien carré, mais c'est plutôt peut-être la façon dont elle cherche du travail ou dont elle va vendre ce qu'elle a fait. Et là, vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir, mais on voit très souvent des candidats qui ont plein de valeurs, qui ne savent pas forcément bien la vendre, et surtout, pas forcément, et surtout dans ce type de métier un peu nouveau où il faut être agile, tirer parti de tout un tas d'expériences personnelles, etc., où en réalité, ils ont développé des compétences et ils oublient de les vendre. Voilà. La première chose que doit faire cette personne, c'est du community management sur son Exactement. CV. Voilà. D'accord. Un conseil, on a beaucoup de questions en fait sur la formation. Je vous propose en fait d'en faire notre dernière partie. Et donc des questions directes en fait pour la Web Academy que vous représentez. Bonjour, peut-on se reconvertir dans les métiers du numérique quand on a plus de 40 ans? On y a un peu répondu tout à l'heure, mais je vous laisserai y répondre. Bonjour, que fait la Web Academy? Les jeunes sans diplôme sont-ils acceptés? 3 questions. Alors ça, c'est la base. Donc la Web Academy, c'est un programme que j'ai créé il y a 5 ans en me disant qu'il y avait besoin de former. Aujourd'hui, vous avez 2 types de développeurs. Vous avez des développeurs qui ont été formés dans des grandes écoles, à l'université ou dans des écoles type EPITA, Epitech ou autres, et donc qui ont été formés pour faire des experts informatiques, donc quelque chose de lourd qu'on ne voit pas. Il se fait que par cette pénurie de développeurs web, vous avez énormément d'ingénieurs qui viennent faire du langage classique du web. Et pour moi, c'est un gâchis. D'où le fait que vous avez énormément d'entreprises qui vont sous-traiter dans les pays de l'Est, en Afrique, au Maghreb ou autres, pour avoir du développement moins cher. Et donc c'est à partir de là où on a créé ce programme-là en disant, si tu n'as pas le bac, parce que la Web Academy, c'est 100% des gens qui viennent à la Web Academy n'ont pas le bac. C'est le critère de base. Si tu as le bac, il y a plein d'écoles qui sont disponibles, plein d'universités, Epitech qui est notre partenaire, ou plein d'autres écoles. Donc ça ne manque pas en fonction de l'endroit où on est. Donc sur la Web Academy, notre programme, c'est 18-25 ans, qui n'a pas le bac et qu'on forme pendant 2 ans. 1 an de façon très intensive au sein de l'école, et puis ensuite 1 an en alternance dans une entreprise. Et on garantit que tous ceux qui vont au bout de cette formation, nous en avons à peu près 30% qui continuent, parce que comme ils n'avaient pas le bac, et que maintenant ils vont avoir une équivalence bac plus 2, puisqu'on a eu 3 promotions qui sont sorties. Donc on a déposé un titre RNCP qui leur permettra d'avoir un bac plus 2. Et donc nous avons une autre école qui s'appelle l'ETNA, qui va en bac plus 5 sur l'administration réseau, dont on parlait tout à l'heure.
Et donc on a 30% là on a formé à peu près un peu plus de 250, donc on a à peu près 30% d'entre eux qui continuent vers un bac+5 sur des métiers d'architecture réseau ou autres. Pour répondre à la personne qui a 40 ans, évidemment que là, les formations ne sont pas tout à fait adaptées à ce type de profil, surtout pour eux, parce qu'il y a un décalage énorme entre les jeunes de 20 ans et de 40 ans sur la maturité, sur l'organisation ou des choses de ce type-là. Mais il y a des formations qui existent, évidemment, qu'en regardant à travers le Pôle emploi ou en cherchant un peu sur le web, il y a aujourd'hui des sociétés qui se sont reconverties, on va dire, pour accompagner des personnes qui avaient une compétence dans le domaine de l'informatique, qui ne sont pas adaptées au type de langage web qui sont là aujourd'hui, et qui vont leur faire des formations très courtes, qui durent entre 15-20 semaines et qui leur permettent de se remettre sur le marché. Une question de Edou pour probablement les DRH qui sont présents sur ce plateau. Je suis une personne handicapée qui est à la recherche de travail depuis des années. Est-ce que vous formez ou embauchez des personnes handicapées? Dans quelle filière proposez-vous des emplois spécifiquement adaptés à ma situation de handicap? À la suite de cette formation que j'aurai la chance de faire, est-ce que je pourrais trouver un emploi après? Donc au-delà de ça, c'est les politiques autour du handicap. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fonctions qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, par exemple? Alors, sur les politiques de handicap, dans une société comme Microsoft, et je parle pour la France, donc on est d'abord très attentif aux questions de diversité. Et après, sur les questions de handicap, nous accueillons naturellement des personnes handicapées. Il faut qu'on mette un accent de façon plus poussée pour les années à venir, et ça fait partie de nos projets, parce que c'est comme la diversité, pour avoir plus de femmes dans l'IT, si vous ne mettez pas des actions un peu particulières, ça ne se passe pas, et une fois que la mécanique est lancée, ça marche bien. Donc ça fait partie de nos projets futurs. Après, évidemment, les métiers autour de l'IT et dans le numérique, c'est des métiers qui sont particulièrement ouverts au handicap. Voilà, vous pouvez aller faire du développement, vous pouvez forcément, quand vous avez des modes de communication qui passent par le net, l'écrit, etc., pour exercer différents types de métiers. Donc c'est plutôt ouvert par nature. Après, on est dans des types d'entreprises où on est très ouvert à la différence, donc il n'y a pas d'appréhension particulière. Puis aujourd'hui, on a plutôt des équipements qui permettent d'avoir des gens qui ont un handicap. Avec deux types de handicap, celui qui se voit et celui qui ne se voit pas. C'est sur celui sur lequel on va particulièrement travailler. Nous, c'est celui qui ne se voit pas, parce qu'il est aussi présent, et c'est difficile pour tout le monde, mais y compris pour le handicap qui ne se voit pas, comme par exemple les handicaps auditifs, qui sont des handicaps très importants et assez courants. Et typiquement, dans nos types d'entreprises, en tout cas chez Microsoft, c'est quelque chose où on peut accueillir du monde, et on va essayer de mettre un peu plus l'accent là-dessus, parce qu'il faut être un peu volontariste dans ce domaine. Donc oui, il n'y a pas de raison que cette personne ne s'autorise pas à contacter des entreprises, en tout cas comme les nôtres, mais j'imagine que c'est la même chose de votre côté. Oui, la réponse est oui. Ensuite, l'enjeu pour une personne handicapée, les situations pouvant être très différentes selon les personnes et leur handicap. La difficulté est souvent d'avoir un contact direct au sein d'une équipe RH pour les personnes handicapées. Et c'est ça le plus difficile pour nous, c'est de nous rendre identifiables et accessibles à quelqu'un qui est en recherche d'emploi avec une situation de handicap, pour pouvoir le rencontrer, trouver une solution, faire marcher le réseau, donner des conseils, réfléchir à une autre façon de collaborer, qui est en dehors du poste en CDI à plein temps dans les locaux, c'est autre chose que ça. Il faut qu'on soit créatif là-dessus. Et l'important pour cette personne, c'est d'arriver à trouver nos coordonnées, donnez-lui les miennes, et certainement celles de madame, on se fera un devoir de répondre de manière individualisée et personnalisée. Effectivement, de l'appréhension pragmatique avec un contact. Voilà, il faut faire ces choses par petits morceaux. Comme on disait exactement. En anglais, ou pour maltraiter la francophonie. Petit succès après petit succès sur le handicap. Exactement. Qui font des grands succès pour l'individu en soi, et des toutes petites batailles pour l'entreprise. Une nouvelle question de Paria Davout Zadeh. Je suis désolé si j'écorche. Bonjour, aujourd'hui, quelle est la formation numérique la plus recherchée par les entreprises? Le Sésame, on rentre dans cette école, cette formation, on est sûr que tout le monde se bat pour nous récupérer. Alors, pour ce qui me concerne, quand j'ai créé la Académie, je me suis adressé à l'Epitech, car quand vous avez des jeunes qui n'ont pas le bac, avoir une signature, c'était important. Et donc, Epitech, dans ce domaine-là, quand vous recevez un CV,
quand vous recherchez un développeur ou un expert informatique, le CV, vous ne le mettez pas à gauche, vous le regardez tout de suite. Donc ça, c'est cette signature. J'aurais très bien pu faire un partenariat avec une université diverses et variées, mais dans le monde on va dire des startups et dans le monde de l'informatique et des développeurs, cette école a gagné ses galons depuis une douzaine d'années. D'ailleurs, ce qui a donné naissance à 42, 100% du staff vient de l'Epitech. Donc, comme quoi, c'était une bonne approche. Ça, c'est une signature importante. Après, il y en a d'autres qui sont sur des Bac plus 2, Bac plus 3 et autres. Et pour ce qui nous concerne, Epitech est une très belle adresse. Une question en fait pour Grégory de Laurence 75017. Quelles sont les formations liées au métier du web qui sont financées partiellement ou complètement par Pôle emploi pour une personne inscrite à Pôle emploi? C'est compliqué de faire une liste. D'ailleurs, je ne vais pas la faire, mais pour une raison très simple, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formations qui existent, encore une fois, qui sont soit financées ou cofinancées par les partenaires sociaux. Je pense par exemple au Conseil régional Île-de-France, et pour apporter un élément d'information complémentaire à la question de tout à l'heure, la GIFIP participe au financement de formations sur tout domaine de multimédia. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des formations qui sont déjà disponibles en cofinancement ou alors des formations qui peuvent être financées, j'ai envie de dire, sur la tête de la personne par le biais, par exemple, d'une action individuelle de formation, il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit établi par le conseiller à l'emploi de la personne. Donc, on dit depuis tout à l'heure qu'on est sur un secteur qui est en plein développement. On dit depuis tout à l'heure qu'on est sur un secteur dont on ne connaît pas la totalité des contours sur les 10, 15 ou 20 prochaines années. Aujourd'hui, le discours qui est tenu quand même en agence locale, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont en tension. Sur les métiers de l'artisanat, par exemple, sur les métiers de service aux personnes, on parle de plus en plus des métiers du numérique. Donc à partir du moment où vous avez une personne qui a une capacité à faire, qui peut acquérir une compétence, bien évidemment, qu'elle s'adresse à son conseiller. Un éclairage aussi sur ce sujet-là du financement, c'est une nouveauté 2015, c'est le compte personnel de formation, à ne pas oublier. Il suffit de taper compte personnel formation sur Internet, on ne va pas développer là, ce serait très long, mais c'est toujours une piste à investiguer aujourd'hui pour les salariés, que ce soit des gens en poste qui veulent se reconvertir ou des gens en recherche d'emploi, sachant que ce compte porte bien son nom, il est devenu personnel, c'est autre chose que le droit individuel, et ça c'est un moyen de financement qui est offert à tous. Et ça renvoie à l'importance d'être acteur et de prendre en main son développement, ce que vous disiez. Voilà, ça concerne d'abord chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que cette évolution est intéressante, parce que ça renvoie à « j'ai mon compte personnel de formation et j'en fais quoi et je décide d'en faire quoi ». Il faut qu'on fasse attention en tant que DRH à ne pas trop philosopher sur l'univers de la formation et du travail. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il soit entrepreneur de sa recherche d'emploi ou entrepreneur de son parcours de formation. Ça ne doit pas faire peur. L'idée n'est pas de laisser des gens sur le banc de ce marché ou de sélectionner, d'avoir une approche trop élitiste. On va reprendre un mot très simple, c'est il faut essayer de trouver ses propres solutions. On a un paysage en France qui est extrêmement divers et varié en termes de formation. La Web Academy, c'est juste formidable. J'ai pas le bac, je peux me former à des métiers qui sont des métiers d'avenir. Vous faites la même analyse il y a 15 ans, vous n'avez pas le bac, c'est vos parents qui vous mettent dehors sur le trottoir avec un ticket resto et on ne veut plus jamais te voir de toute la vie entière. Chacun doit considérer aujourd'hui que les solutions sont là, les offres sont là, que notre société a énormément évolué sur ces sujets-là, que le législateur fait son travail, les entreprises essayent de faire le leur, qu'il y a des partenaires en termes de formation extrêmement pragmatiques sur les solutions qu'ils proposent, mais l'individu doit sortir d'une logique peut-être un peu assistée sur certains sujets. Je comprends la sollicitation de Pôle emploi sur le financement ou sur l'apport de formation. Ce n'est pas Pôle emploi qui a la solution, c'est l'individu. Pôle emploi a des outils. Le numérique est un outil. Alors, rien là-dedans, il y a des solutions. Il y a juste des outils qu'on doit utiliser. Moi, j'ai été candidat il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis reformé à de nouvelles choses. 45 ans largement passés, j'en ai 73, monsieur, aujourd'hui. Je plaisante. Et juste pour abonder dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire que la confusion qui est importante de ne pas faire, c'est pas parce qu'on dit à chacun « trouvez vos solutions » que vous êtes tout seul. L'entreprise accompagne, le Pôle emploi accompagne, la Web Academy accompagne. C'est juste, je suis acteur et agile. Il existe tout un tas de choses et je me mets en mouvement avec les autres. Personne n'est tout seul dans l'histoire, mais voilà, son réseau. Mais il faut vraiment être déclencheur du mouvement. On ne peut pas déclencher à la place de chacun d'entre nous.
Notre discours consiste à remotiver les personnes qui seraient un peu en perte de vitesse, et non pas à faire peur ou à pointer du doigt, à juger. Qui suis-je pour juger qui que ce soit? Les candidats doivent se dire, je me remotive et je vais solliciter tous les partenaires autour de cette table pour dire, je dois trouver mes solutions. Et quand on sollicite, les gens répondent toujours positivement. Bien sûr. Dans ce sens, il y a aussi quelques solutions qui existent. Alors, encore une fois, sur ce domaine-là, fort logiquement, tout est en ligne, déjà. Si vous parlez d'être son propre acteur, ça me semble assez évident, et tout se trouve en ligne. Si on revient tout petit peu sur le champ de l'orientation, et notamment si je raisonne par rapport à des personnes qui hésitent, simplement par méconnaissance. Il y a un outil qui existe au sein de Pôle emploi qui s'appelle la PMSMP, la période de mise en situation au milieu professionnel, qui permet d'avoir l'équivalent quelque part d'une convention de stage sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour aller découvrir un métier. Le challenge, et c'est là où on est acteur aussi de son propre développement, c'est de trouver l'entreprise, de trouver la start-up qui va vous accueillir. Et à partir du moment où vous trouvez cette structure-là, vous passez voir votre conseiller, nous établissons la période de mise en situation, et vous êtes couvert et l'entreprise est couverte. Nous connaissons beaucoup de DRH qui jouent le jeu, qui accueillent des personnes dans cette situation-là. On ne va pas signer des entreprises aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. Il faut y aller, il faut oser, comme disait Madame tout à l'heure, c'est essentiel. Une question pour Caroline Bloch, qui est à peu près dans le même ordre d'idée. On a abordé, on a effleuré un peu cette question tout à l'heure. C'est une question de Jérôme qui nous dit, est-ce que Microsoft propose des postes en apprentissage? Est-ce que c'est aujourd'hui un moyen, je vais dire, pour être recruté et se former en même temps? On accueille à peu près 70 apprentis par an, donc c'est extrêmement important. Et puis parmi ces apprentis, on recrute entre 25 et 30 jeunes diplômés par an, et on essaye de faire en sorte qu'aujourd'hui, on doit avoir 40% issus de ces apprentis. Voilà. Et alors à la question, est-ce que je dois réfléchir dans mon parcours de formation à essayer de faire de l'apprentissage? La réponse, elle est 2000 fois oui. L'apprentissage, c'est vraiment... on parlait tout à l'heure des questions en disant quel est le meilleur diplôme, etc. Il y a des écoles qui sont un sésame parce que ça donne non seulement un contenu, mais en plus il y a un espèce de tampon qui fait que le sésame qui dit cette école, on sait qu'elle a bonne réputation. C'est pas que ça qui fait, et on le sait très bien, l'employabilité. Donc c'est l'apprentissage, quelle que soit la nature, c'est vraiment ce qui fait une différence importante, parce que la personne arrive avec dans sa bannette à la fois de la compétence dans son école, alors un sésame plus ou moins, c'est pas ça qui est important, hein, mais et avec une expérience, et justement une expérience où elle s'est mise en action. Donc oui, 1000 fois oui, et nous faisons partie des entreprises qui sont très ouvertes à l'apprentissage, et il faut que les jeunes poussent aussi pour que l'apprentissage se développe encore plus. Il y a 25 ans, l'apprentissage c'était un truc bizarre, on se disait bon sang, maintenant l'apprentissage il faut y aller, et d'ailleurs toutes les formations l'ont compris, parce que depuis Bac+1 à Bac+5, l'apprentissage maintenant on en fait. Oui, c'est parce que peut-être que le terme apprentissage est connoté, c'est-à-dire que quand on parlait d'apprentissage, on imagine BTP, distribution et autres, et donc c'est vrai, et aujourd'hui on peut être dans l'apprentissage dans tous les métiers, dans la gestion, dans la finance, dans le développement, dans le marketing ou autre, et voilà, je crois qu'il y a cet effet de connotation qu'il va falloir travailler, mais ça c'est votre expertise, et vous avez raison. Moi j'encourage, si je pouvais encourager la plupart des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur les formations, je les encouragerais à 100% à aller vers l'apprentissage, parce que c'est la meilleure façon, plutôt que d'être dans une logique très classique, de formation très classique, académique, on va dire. Et bien là, tout de suite, on touche aux choses, c'est très concret, c'est évident, et puis on voit tout de suite si ça nous intéresse ou pas, ou si c'est ce qu'on avait envie de faire, plutôt que d'attendre d'arriver à son Bac+3, Bac+4, Bac+5, et de dire « Ah, dommage, c'était pas tout à fait ce que j'ai envie de faire ». Et particulièrement dans le numérique, parce que je rentre de façon concrète dans un univers qui bouge tout le temps, et je commence à toucher du doigt, tout en sachant que j'ai pas tout compris, mais ça me plaît ou ça me plaît pas, et puis j'ai commencé à avoir une expérience. Et chez Sony, l'apprentissage? Je copie et je colle les deux réponses. Voilà. Pour faire une métaphore informatique, je copie et je colle les deux réponses. D'accord. Une question de Caro Graphiste qui concerne Pôle emploi. On a beaucoup de questions sur la formation. Pôle emploi finance-t-il des formations rémunérées dans ce domaine? Quelles sont les conditions d'accès? On a un peu parlé. Il faut se rapprocher de son conseiller, mais est-ce qu'on peut... Juste,
Une information complémentaire sur la rémunération. À partir du moment où la personne qui est inscrite comme demandeur d'emploi bénéficie d'une allocation au retour à l'emploi, si le projet est validé, encore une fois, et à partir du moment où il est cohérent, ce projet, on n'a pas besoin de se vendre auprès de son conseiller, s'il est logique, cohérent, qu'il y a un débouché derrière, et qu'on travaille sur sa compétence, il est bien évidemment validé ce projet. Si on a donc une allocation au retour à l'emploi que l'on consomme aujourd'hui, cette allocation, lorsqu'on entre en formation, se transforme entre guillemets en allocation au retour à l'emploi formation. C'est exactement le même montant, exactement la même durée, il n'y a pas de coupure et du coup, ça vous permet d'être en formation rémunérée. Et si vous ne percevez pas d'aide, vous avez la possibilité sur certaines formations, mais là effectivement ça demande un diagnostic du conseiller, de mettre en place une rémunération formation qui vous permet d'avoir une rémunération minimum pour effectuer la formation dans les meilleurs, le mieux possible, excusez-moi. Dans tous les cas, en fait, on se rapproche de son conseiller. Toujours. Et c'est lui qui a tous les outils aujourd'hui pour pouvoir prescrire de la formation et proposer en fait la solution adaptée. Un grand merci à tous autour de cette table. Ça fait maintenant 1h30 qu'on a échangé autour de ces métiers et on a vu qu'il y a encore beaucoup de questions et qu'on n'a pas pu apporter les réponses, mais le temps nous est compté. Je vous propose en fait un dernier tour pour un petit mot, un petit conseil, ou un conseil d'ailleurs, il n'est pas obligatoirement petit, de chacun d'entre vous à destination des internautes qui nous ont suivis. On peut peut-être commencer par vous, Monsieur Bentanane. Écoutez, la seule chose que je puisse dire aux personnes qui nous écoutent ou qui verront cette émission ou qui en parleront, c'est que quand vous parlez tout à l'heure de budget, de formation, de trouver des ressources financières, aujourd'hui, il y a des acteurs dans le monde associatif qui se sont organisés pour donner accès à une formation gratuite. Si vous avez besoin de travailler tout de suite et que voilà, vous avez moins de 6-7 mois, mais que vous voulez aller dans le numérique et dans ce métier-là, vous avez une très belle structure qui s'appelle Simplon, qui vous forme sur un langage qui s'appelle Ruby et qui, au bout de 6-7 mois, vous permet de travailler très rapidement sur ce type de projet. Si vous avez un peu plus de temps et un peu de ressources ou autres et que vous voulez être beaucoup plus large sur ces formations et donc avoir en gros la capacité de vous adapter à tout type de projet, la Web Academy, c'est sur 2 ans. Donc en plus, on recrute là, parce qu'il y a une nouvelle formation qui démarre en septembre. Et donc si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui n'est pas loin de chez vous, qui n'a pas eu son bac et à qui vous voulez vraiment offrir un cadeau de vie, eh bien, il faut lui parler de ce type de formation. Et si vous êtes vraiment des experts informatiques et que vous n'avez pas les budgets pour accéder à une école type Epitech ou autre, vous avez une très belle école qui s'appelle 42, qui est gratuite pour les 18-30 ans. Donc là, voilà, 3 types d'écoles aujourd'hui qui font, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire de votre vie, une capacité sans financement de pouvoir accéder à ce type de formation. Il y en a sûrement d'autres dans plein d'autres villes, mais voilà, au moins vous avez déjà 3. Caroline Bloch. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que plein de choses à dire. Peut-être... Pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par l'univers du numérique, etc., ce que vous avez vu dans ce qu'on a partagé, c'est que c'est un mélange de compétences d'hier et puis de compétences un peu nouvelles. Et c'est ça qui n'est pas toujours simple. Donc, ce n'est pas repartir de zéro. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'utiliser, en complément de ce que peut faire un conseiller côté Pôle emploi, un peu tout son contact et son réseau pour aller poser des questions sur voilà, je ne comprends pas très bien ce métier, peut-être j'aimerais me diriger effectivement vers telle chose. Essayer d'utiliser ses connaissances. On a tous des connaissances, ça commence par sa famille et tout autour, et puis petit à petit, essayer d'utiliser sa curiosité, dont on a besoin dans l'entreprise, on en a parlé, pour aller prendre des contacts, essayer de valider si ce qu'on veut faire comme métier, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a déjà comme compétences, la façon dont on veut les transformer, c'est bien reçu par le marché et les différents acteurs. Voilà, donc on peut être contacté chez Microsoft et s'il y a des gens qui souhaitent avoir de la compréhension de ce que sont les métiers du numérique, ils peuvent envoyer un mail en disant j'aimerais bien un peu plus explorer ce que sont les métiers. J'imagine que c'est pareil dans votre entreprise. C'est vraiment cette curiosité en utilisant son réseau et ses connaissances pour comprendre un peu plus dans ce monde très ouvert. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça vaut quoi? Est-ce que je l'explique bien? Et qu'est-ce que j'ai besoin de plus pour pouvoir être employable dans cet univers qui est un peu nouveau? Il faut être curieux et un petit peu oser frapper aux portes. Et ça marche parce que les gens sont disponibles, ouverts et partagent l'information. Claude Monnier, dernier conseil. Il est très dur d'être candidat aujourd'hui. C'est un statut ou une situation extrêmement difficile à porter dans notre société.
Je pense que c'est quelque chose des fois qu'on apprécie peu quand on a la chance d'avoir un travail. On est un peu coupé de tout, on perd une partie de sa propre identité. C'est pas un conseil, c'est dit avec beaucoup d'humilité et de respect, c'est ne pas abandonner. Continuer à chercher un travail qui est quelque part à sa portée. Et il ne faut surtout pas laisser le moral partir dans cette situation-là. C'est vraiment un travail mental extrêmement important. Donc je souhaite beaucoup de courage à tous les gens qui cherchent un job aujourd'hui dans notre pays. Grégory Venot. Alors moi, je vais me permettre de faire un tout petit peu de publicité auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment avec l'Agence de Beaumarchais et la Direction territoriale de Paris, pour une raison très simple, c'est qu'en allant sur leur site, vous allez récupérer des informations pour vous orienter, pour avoir une idée de l'évolution du secteur professionnel. Alors vous avez le site du pôle de compétitivité Cap Digital, où vous trouvez beaucoup de données qui vont vous permettre déjà d'avoir une première idée des métiers disponibles et des métiers sur lesquels on va avoir le plus de besoins sur les années à venir. Et puis, pour des offres d'emploi, pour des personnes qui sont déjà qualifiées, alors certes sur une niche, j'ai envie de dire, de secteur, mais vous avez l'Association française des jeux vidéo qui met en ligne un certain nombre d'offres d'emploi, un certain nombre d'offres de postes sur lesquels il y a beaucoup de candidats et d'autres pour lesquels ils ont beaucoup de difficultés à recruter. Très bien. On retiendra les conseils, on trouvera toutes les informations, je pense, sur le site de Pôle emploi. Sonia Deschamps, on vous retrouve tous les jours sur l'antenne de Move. À 13h. À 13h pour une émission qui s'appelle Move Express. Et dans laquelle on parle aussi parle d'emploi. Tous les jours avec toutes les structures en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et des présentations de métiers, justement parce qu'on ne connaît pas tous les métiers. On voit qu'il y en a beaucoup qui apparaissent, d'autres qui évoluent. Donc voilà, faire un petit peu le point sur tout ça. On était accueillis par l'un des partenaires qui n'était pas présent sur ce plateau, quoique. On était chez Orange qui nous a très gentiment accueillis et on les en remercie. Un grand merci à tous. Si on compte le nombre de questions qui ont été posées, vous avez été nombreux à nous suivre. J'espère qu'on a été complet. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations pour vous réorienter sur ces métiers. Et puis je vous dis à très bientôt sur d'autres types de métiers. Au revoir.